Faire du Sénégal le hub aérien de l'Afrique de l'Ouest, c'est une des volontés exprimées dans le PSE à l'espace 2035. Pour booster notre économie, le régime d'Abdoulaye Wade et par la suite celui de Macky Sall ont misé sur les échanges. Ils ont non seulement consolidé les capacités du port autonome de Dakar, mais aussi pensé une toute nouvelle structure aéroportuaire. Le Sénégal comme hub s'est concrétisé avec l'ouverture et l'exploitation de l'AIBD. On est à entre 4 et 5 heures de vol dans les capitales européennes et 6 heures, 7 heures de vol des États-Unis. Et puis ensuite, le Sénégal aujourd'hui est un lieu de passage obligé pour pas mal de pays frontaliers. La Gambie, j'allais dire la Guinée, le Mali, c'est comme un carrefour. Comme le Sénégal aujourd'hui joue un rôle aussi extrêmement important et stratégique au niveau de l'ASECNA, le siège de l'ASECNA se trouve même à Dakar. Tout ça, c'est des aspects qui font que le Sénégal fait énormément d'efforts et aujourd'hui est connu et reconnu dans son processus de devenir un hub aérien. Mais attention, c'est très serré. La Côte d'Ivoire, de plus en plus, se positionne comme une destination majeure aussi au niveau de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, mais aussi le Ghana ou encore le Maroc. Ces dernières années, ces trois pays ont investi plusieurs centaines de milliards de francs CFA dans l'équipement de leurs aéroports. Le Ghana et le Maroc ont notamment inauguré leur Airport City, de véritables villes industrielles et commerciales. Des exemples que voudrait suivre AIBD SA, la société à participation publique en charge des infrastructures péri-aéroportuaires. L'une des idées fortes du plan Sénégal émergent, c'est de faire de l'aéroport un pôle économique dynamique. Il s'agit de maîtriser le développement autour de l'aéroport. Un choix à faire entre un city airport où la ville agresse, enclave l'aéroport et détruit toutes ses capacités de développement urbain et économique, comme c'était le cas à Dakar, et le Airport City où nous prenons l'initiative. Nous avons la possibilité de faire l'impulsion du développement autour de l'aéroport. C'est des producteurs qui vont faire leur production à partir d'ici et qui peuvent faire... après leur production, ils ont des infrastructures pour faire le stockage avant de les acheminer vers des destinations extérieures. C'est ça l'idée. Nous sommes même en train de travailler à la mise en place de zones économiques spéciales. Des projets ambitieux très bankable et qui pourraient donner un nouveau souffle à notre modèle touristique. Après le balnéaire, nous avons en tout cas ce produit qui est le maïs, qui aujourd'hui, en tout cas, a développé davantage. Et vous savez, on a un plateau aéroportuaire très dense qui aujourd'hui, en tout cas, reçoit des vols de tous les bords, en tout cas, du monde. À Léopold Sédar Senghor, on avait une capacité de 1500 passagers. On l'a doublé avec 3 millions aujourd'hui. Pour ce qui est, en tout cas, du parking pour les avions, on peut recevoir aujourd'hui plus de 80 appareils, contrairement à Léopold Sédar Senghor où on avait en tout cas 35. Sur ce qui est aussi des salles de conférence, nous avons le centre international de conférence Abdou Diouf à Diamniadio. À côté du centre, nous avons un centre des expositions. Donc, pour dire que quand même le Sénégal est fin prêt pour accueillir toutes sortes, en tout cas, de rencontres internationales. Et ça peut nous permettre, comme je l'ai dit, de se positionner ou d'avoir une position très confortable sur le tourisme d'affaires. Cette ville moderne, vitrine d'une Afrique en effervescence et concurrentielle, la future Airport City compte bien en tirer parti. La politique d'AIBD SA, c'est de s'inscrire dans la dynamique promise par le PSE. Aujourd'hui, nous parlons du triangle Dakar-Thiès-Mbour, qui sera le triangle, l'un des triangles en tout cas, ou bien l'une des zones les plus dynamiques en Afrique dans les années à venir. Vous avez le pôle urbain de Diamniadio, vous avez la zone économique spéciale de Sandiara, vous avez le futur pôle
le futur port de Ndayane, vous avez les stations hôtelières au niveau de Mbodiène, Pointe-Sarène et Joal-Fignon. Vous avez aussi Daga-Kholpa. Donc c'est une zone très dynamique. Il ne s'agit pas de refaire les mêmes activités. Il s'agit de faire des activités complémentaires. Et je vais vous donner un exemple. Vous avez vu qu'à Diamniadio, il y a Dakar Arena. Nous allons faire un complexe sportif polyvalent, mais de préparation. Ça veut dire que demain, une équipe peut venir, peut être logée au niveau de ce complexe, préparer son match de football ou de basket et le jour, aller directement au stade. Vous avez vu que c'est proche et ce n'est pas embouteillé. À terme, l'aéroport international Blaise Diagne espère drainer 20 millions de passagers par an. Des voyageurs exigeants quand il s'agit de leurs affaires. Les touristes d'affaires n'ont pas le temps. Ils calculent tout. Si le TER, aujourd'hui, réussirait à venir jusqu'à AIBD, ça serait extraordinaire. 10 minutes, tu quittes AIBD pour aller à la place de l'Indépendance. C'est génial. Il faut qu'on continue. Pour l'instant, force est de constater que la fluidité des trafics ne pourra être assurée à court terme. Le BRT n'est pas en service, le tramway n'en est qu'à l'étape de projet et les travaux du TER accusent déjà du retard. Des préalables pourtant essentiels à tout carrefour commercial ou hub. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Décortique Eco sur ITV. Le présent numéro aborde un sujet extrêmement important, le Covid-19. Eh bien, pour en avoir une idée claire, une idée nette, nous avons fait appel justement à un des meilleurs acteurs de ce secteur-là. En l'occurrence, notre présent invité, Pape Mawa Diouf, qui est un expert des changements de comportement, mais qui est en même temps aussi un acteur clé à l'intérieur justement du ministère du Tourisme. Monsieur Diouf, bonjour. Bonjour, monsieur Ndiaye. Le président, le 23 mars dernier, donc, a pris un certain nombre de mesures visant sans doute effectivement à freiner la progression de la maladie en coupant effectivement les contacts ou en les réduisant à leurs plus simples expressions. En regardant de très près, on s'aperçoit effectivement que le tourisme, quand on dit on ferme les hôtels, quand on dit qu'on ferme les restaurants, mais en amont aussi, on ferme les aéroports et on ferme les frontières. Finalement, quand on ferme tout, je pense que l'hôtellerie, qui était effectivement le réceptacle des publics, et le premier secteur a été impacté. Oui, merci beaucoup, M. Ndiaye, pour l'invitation. Je vous salue vos téléspectateurs et l'essentiel de vos équipes techniques aujourd'hui qui nous accompagnent. C'est vrai, lorsqu'il y a une crise sanitaire mondiale inédite qui empêche les échanges fondamentalement, cloue les compagnies aériennes au sol, ferme les hôtels, confine les citoyens dans leur région, dans leur département, dans leur quartier, puis dans leur maison. Tout à fait. 3 milliards d'individus à travers le monde sont confinés au moment où on parle, sans aucune possibilité d'échange et de partage dans les espaces publics. Ce qui est le cœur de l'économie touristique et de l'écosystème touristique qui contient les agences de voyage, qui contient les hôtels, qui contient les guides touristiques, qui contient l'artisanat, qui contient le loisir en général, le tourisme d'affaires. C'est tout, effectivement, qui est impacté en termes d'écosystème et qui est mis à l'arrêt, pas simplement dans notre pays, mais partout dans le monde. Peut-on dire que depuis justement cette période-là, il y a un effondrement du secteur touristique ou bien on n'en est pas encore là? Bon, évidemment, il y a un effondrement de l'activité. Lorsque les hôtels sont vides et qu'on enferme, lorsqu'il est interdit de se retrouver tout regroupement, les restaurants sont fermés, il n'y a plus d'événements qu'on peut organiser, il n'y a plus de réunions dans une salle, a fortiori un grand événement, que ce soit dans le domaine des affaires ou dans le domaine culturel. Oui, le secteur est atteint. Nous sommes dans une crise qui n'est pas une crise simplement sénégalaise, nationale, c'est une crise mondiale de l'activité touristique, mais c'est aussi d'autres secteurs qui sont touchés. Mais en première ligne, il faut le reconnaître, c'est le secteur du tourisme et des transports aériens qui est touché. Quand la pandémie s'est déclenchée en Asie, notamment en Chine, l'avez-vous vu venir, cette pandémie? Oui, les autorités de l'État, en premier lieu notre ministre de tutelle, mais aussi le président de la République d'abord, a pris des initiatives. On se souvient de la question sur les étudiants qui étaient à Wuhan et comment ça a été géré. L'avenir a montré que l'État avait une
s'est montré avec une force de caractère, une vision claire et lucide, tout à fait. Et qui n'est pas allé sur les émotions. Et les suites d'événements aussi, l'État est monté crescendo pour prendre toutes les décisions qui s'imposaient. Que ce soit sur la fermeture des frontières, sur la fermeture des écoles, la fermeture des universités, l'interdiction du rassemblement, jusqu'à l'instauration de l'état d'urgence et du couvre-feu, sans oublier le confinement partiel que nous vivons. Parce que nous sommes dans une situation de confinement partiel. Oui, c'est pas dit comme ça, mais lorsqu'on n'a pas la possibilité d'aller de région à région, ça s'appelle un confinement. Après, on peut faire de ne pas aller de département à département, de quartier à quartier, jusqu'à confinement dans la maison, plus le couvre-feu. Donc les autorités de l'État ont effectivement senti les choses et ont anticipé sur les mesures qu'il fallait prendre. Dans le secteur du tourisme, très tôt aussi, les autorités de l'État, à travers le gouvernement, les deux ministres ont organisé une rencontre avec les deux secteurs, le secteur de la santé et le secteur du tourisme, pour mettre ou actualiser les comités d'hygiène et de sécurité dans tous les lieux hôteliers, les informer sur le niveau de la gravité de la crise, accompagner les touristes qui étaient bloqués, parce qu'il y avait beaucoup de touristes qui étaient bloqués sur les lieux ou à l'intérieur du pays lorsque la crise est survenue avec la fermeture des frontières. Il fallait les accompagner. À la SPT, nous avons mis en place une plateforme qui a permis à certains, et jusqu'à présent, aujourd'hui encore, il y a des acteurs étrangers dans le pays qui nous appellent, qui nous demandent des renseignements auprès de telles ambassades, auprès de telles compagnies aériennes pour savoir comment faire pour être rapatriés dans leur pays d'origine. Alors certains de ces acteurs ont été pris de court, j'imagine. Mais comment vous avez amorcé donc le dialogue avec justement ces acteurs-là pour au moins, comme vous l'avez dit, informer, prendre des décisions idoines, mais en même temps aussi sauvegarder l'essentiel en perspective de la reprise justement de l'activité? Oui, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est exactement ce qui a été fait. L'État a organisé une rencontre interministérielle à travers les ministres Abdoulaye Diouf Sarr et le ministre Alioune Sarr, avec toutes leurs équipes de direction, pour voir quelles mesures d'urgence qu'il fallait prendre pour le secteur. Ensuite, il s'en est suivi un monitoring et une veille avec le Comité national de gestion de l'épidémie, mais aussi les plus hautes autorités de l'État, pour surveiller l'évolution de l'épidémie en fonction des décisions qu'il faut prendre jusqu'à là. Fermeture des frontières aériennes. Maintenant, pour ce qui nous concerne, quand on a formé la frontière au niveau de l'Agence sénégalaise de promotion touristique, il a fallu voir maintenant les acteurs à proprement dit comment ils se comportaient, les agences de voyage, les compagnies aériennes, mais aussi les hôteliers qui avaient déjà dans leur résidence et dans leur établissement des touristes qui étaient en place, mais qui étaient bloqués à l'intérieur. Donc, on a organisé quand même un rapatriement qui a concerné peut-être plus de 1500 personnes sur 15 jours, avec le concours de Air France et de Air Sénégal, avec des touristes qui étaient à l'intérieur du pays. Et il y en a encore, quelques-uns qui sont bloqués, et certains ont choisi de ne pas rentrer, d'autres cherchent encore à partir, mais ils nous appellent, parce que nous avons mis en place cette plateforme sur Internet avec un numéro de téléphone H24, sur lequel ils pouvaient appeler et pour demander quelles sont les orientations, quelles sont les décisions qu'il faut prendre. Mais après, cela, nous avons continué le contact et jusqu'à présent, nous continuons de travailler ensemble, et notamment dans la perspective de la relance. Alors, Pape Mao, le sinistre, il est énorme, mais en même temps aussi, les conséquences sont tout autant énormes. Quand 100 000 personnes se lèvent un jour et n'ont plus de travail, quand des entités d'entreprises, des sociétés de voyage, des compagnies d'assurance liées effectivement au secteur tourne presque au ralenti, je présume qu'effectivement, dans la tête des dirigeants que vous êtes, c'est très difficile, mais du point de vue de la compensation financière, quel est le bon rythme, mais en même temps aussi, quelle est la mécanique que vous avez mise en place? D'abord, le secteur sous le leadership donc, du département, nous avons organisé un plan de résilience pour du secteur et de la traversée de la crise, pour d'abord évaluer les impacts en termes de perte de recettes et perte de chiffre d'affaires, et évidemment des risques de perte d'emploi. Il y en a qui sont effectivement dans la perspective de mettre au chômage à temps partiel, d'autres ont pris d'autres mesures en payant à l'avance les salaires, etc. Il y a quand même une bonne volonté de la part des acteurs de préserver le tissu de l'emploi et le tissu économique. Et tout le monde a salué aussi les grandes mesures d'accompagnement du président de la République avec le fonds dédié au Covid-Force Covid-19 à hauteur de 100 milliards qui va permettre d'aider, en plus des autres mesures fiscales et d'intervention auprès des banques pour faciliter les choses, pour que le secteur privé de l'hôtellerie puisse être préservé au maximum. Mais oui, vous avez raison,
c'est l'une des phases les plus difficiles de l'histoire, effectivement, de ce secteur. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur... D'abord, vous avez estimé effectivement le fonds dédié au secteur, mais avez-vous une idée plus précise du mode opératoire? Alors, le mode opératoire va se faire après. Pour l'instant, on n'est pas encore on est encore plus ou moins dans la phase d'évaluation qui n'est pas encore exhaustive. Oui. À peu près plus ou moins un impact qui est évalué. Les chiffres que vous avez avancés sont pas fausses, sont à peu près très proches de la réalité, qui sont des risques avec deux phases. Si la crise s'estompe après un premier trimestre, avec un risque peut-être qui tournait autour de 30 000, et puis si ça se poursuit jusqu'au second trimestre, ça pourrait peut-être aller à plus du double. Mais on espère que d'ici le premier trimestre, l'activité va reprendre. On va voir un peu les comportements des marchés émetteurs, comme c'est le cas en Europe ou en Amérique. Si d'ici ce deuxième trimestre, les choses vont se calmer et que l'activité commence à reprendre de façon balbutinante, on peut espérer aussi que du côté du Sénégal, au milieu de l'été, on puisse reprendre l'activité. Ça, c'est le meilleur scénario. Et donc, l'impact serait peut-être moindre dans le secteur. C'est les retours que nous avons, en tout cas, lorsque nous échangeons avec les acteurs du secteur privé, qui, je le rappelle, nous sommes 24 heures sur 24 en contact avec eux. Très bien. Ça me permet d'enchaîner donc avec la question liée et aux opportunités et à la lecture qu'il faut faire justement de la crise. Les Chinois disent qu'effectivement, une crise, c'est souvent une calebasse d'opportunités, mais n'est pas visible à l'œil nu. Absolument. Qu'est-ce qu'on ne ferait plus de la même façon au sortir justement de la crise de la pandémie? Au sortir de la crise précédente, qui était une crise nationale ou sous-régionale, qui était la crise Ebola, c'est la première fois que la SPT, il faut saluer le travail de mon prédécesseur, avait impulsé avec les autorités de l'État une vraie campagne nationale et qui a fait que quand même le tissu du national, de la consommation interne constitue, en tout cas pour si on fait confiance au secteur privé qui nous donne ces chiffres-là, 50% de leur chiffre d'affaires aujourd'hui. Ça veut dire que là aussi, il va falloir pour nous d'accélérer cette tendance-là. D'abord, au niveau interne, le tourisme interne, comment promouvoir davantage la destination Sénégal auprès des Sénégalais, auprès des entreprises sénégalaises, auprès des autorités publiques sénégalaises, et puis réfléchir sur un modèle qui permette de faciliter cette consommation. Vous savez, le tourisme en Europe, pour ce qui concerne en tout cas la France, j'ai tendance à dire souvent qu'on peut le dater peut-être en 1936, parce que c'est les congés payés avec un mois supplémentaire. Le Fonds populaire, c'est du temps et de l'argent. Quand on a donné à la fois du temps et de l'argent supplémentaire, les gens l'ont consommé pour le loisir. Il nous faut aussi réfléchir dans notre pays pour voir comment on peut créer un pouvoir d'achat supplémentaire auprès des fonctionnaires. Il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'un enseignant et sa famille puissent prendre un temps pour aller consommer avec sa famille, un temps de loisir dans un hôtel, mais avec une offre adaptée. C'est une réflexion qu'il faut poursuivre, mais nous pensons en tout cas que le contexte s'y prête pour faire une vraie campagne nationale et sous-régionale pour promouvoir la consommation d'abord chez nous et autour de chez nous. C'est d'ailleurs le comportement qui sera certainement pareil dans tous les autres marchés à l'échelle du monde. Et nos compatriotes qui fréquentaient sans doute ces lieux de divertissement, de loisirs, aviez-vous détecté des comportements qui juraient avec la performance et l'expansion du secteur touristique? Sans doute, vous allez peut-être de ce point de vue-là aussi marquer une nette rupture si vous avez détecté justement ces types de comportements. Vous voulez parler des comportements de consommation? De consommation, mais en même temps aussi peut-être de toutes ces personnes qui, sans être du secteur, venaient polluer le secteur par d'autres types d'activités plus ou moins illicites. Oui. Non, mais vous savez, nous pensons que l'environnement du tourisme est très multiple. Il y a déjà la diversification. Il y a une stratégie qui avait été faite il y a 2 mois avec 5 axes prioritaires. Et sur les axes, il y a beaucoup d'interventions. Mais sur ce qui concerne la promotion à proprement dit, je pense qu'il y a des modèles de tourisme qui sont différents et dont on ne parle pas souvent. Il y a beaucoup d'écotourisme, il y a du tourisme de découverte. De nouvelles offres. Il y a de nouvelles offres qui existent dans le pays et qu'on ne met pas suffisamment en avant. Et peut-être aussi qu'en écoutant les acteurs, davantage, on peut aider à structurer des offres qui soient beaucoup plus adaptées au public sénégalais. Il faut qu'on arrive à une consommation touristique de masse. C'est possible. C'est possible de la même manière qu'on organise une économie en France
avec les juilletistes et les Haussiens chaque année, tout à fait. une économie de masse qui va vers le sud du pays pour consommer dans ce pays, nous devons être capables d'organiser un écosystème de même nature. Et je pense que c'est possible avec l'accompagnement de l'État, mais surtout en aidant les Sénégalais à connaître davantage leur pays. Il y a très peu de Sénégalais, on l'a dit souvent, qui connaissent les îles du Saloum. Très peu connaissent même Lompoul, on en parle, c'est à côté, mais très peu de gens y vont. Peut-être parce qu'on n'a pas encore fait le maximum de facilité aux gens pour que ce soit des Sénégalais eux-mêmes qui y aillent parce qu'ils pensent que ça fait partie de ce qui améliore leur qualité de vie. Donc c'est quelque chose qu'il faut offrir. Parfaitement. Mais à mon sens, il y a aussi peut-être la faiblesse de l'impulsion venant sans doute de quelques leaders d'opinion. Je pense notamment à des vedettes du showbiz, de nationalité sénégalaise, ou bien peut-être des Africains, qui peuvent peut-être être des figures très prépondérantes qui, en venant au Sénégal ou bien dans des pays justement à très forte vocation touristique, peuvent au moins quand même essayer de dynamiser maintenant ce secteur pour renverser donc la perspective. Absolument, moi je suis d'accord avec vous, c'est des célébrités, mais tout ça, ça relève de la stratégie. Quel est l'impact des gendarmes à Saint-Tropez sur la promotion du sud de la France? Par exemple, Quel est l'impact de l'époque, peut-être que c'est votre génération, de Juliette de Bardot, etc., sur l'impact du sud de la France. Les Johnny, et qui allaient dans ces zones-là et qui le vendaient dans leurs spectacles, dans leurs films et dans même dans leurs l'imaginaire. chansons. Nous devons dire que nous devons connaître notre beau pays, le Sénégal. C'est ça. Et il nous faut promouvoir ces terroirs, organiser des activités culturelles dans certaines zones, à l'intérieur du pays, qui fassent que, dans l'imaginaire collectif, qu'ils ne fassent nulle part aussi mieux vivre que chez nous, le Sénégal. Et pour moi, l'opportunité de cette crise, c'est cela. On doit d'abord compter sur notre imaginaire. En travaillant donc la destination Sénégal à l'intérieur du Sénégal d'abord. Et de la sous-région. Il faut faire peut-être des campagnes à Nouakchott, à Bamako, à Abidjan, à Conakry, faire venir les gens ici. La destination de rêve doit être Dakar. L'endroit où il faut être, ça doit être Dakar et on doit réussir à l'organiser. C'est une opportunité en tout cas, mais cette opportunité, on ne doit pas la bâtir seul. C'est une période où il faut réfléchir avec les acteurs eux-mêmes, ceux qui finalement ont l'économie entre leurs mains. C'est eux aussi qui connaissent leur business. Il faut les accompagner, les encadrer, mais c'est eux qu'il faut écouter pour faire une bonne étude d'impact de cette situation et avoir aussi les bonnes stratégies de promotion pour qu'au sortir de la crise, on ne sorte pas en subissant, mais qu'on sorte de la crise de façon proactive, en ayant une stratégie claire, une feuille de route précise, avec des acteurs déterminés et motivés, et nous travaillons à ça. Le Sénégal est connu comme une destination assez intéressante. D'ailleurs, le flux touristique n'eût été effectivement cette pandémie, sans doute ça aurait pu croître en volume et en proportion. Mais on s'est rendu compte qu'il y a un autre phénomène qui se greffe maintenant à cette situation difficile que traverse le Sénégal, c'est l'érosion des côtes. Le changement climatique est passé par là. C'est vrai que vous parlez de plan de résilience. Sûrement dans ce plan de résilience, il y a des éléments consubstantiels à l'analyse des phénomènes qui impactent aujourd'hui notre tourisme. Avez-vous réponse ultérieure à la façon dont il faut peut-être relancer le secteur touristique en tenant compte effectivement des facteurs climatiques? L'étude stratégique qui a été menée sous l'égide du ministère, avec un cabinet professionnel, avec l'essentiel des acteurs qui l'avaient accompagné, révèle ceci. Que peut-être qu'il faudrait qu'on nuance un peu l'enjeu de la stratégie touristique. Est-ce qu'il s'agit d'avoir un nombre important, une masse importante de visiteurs, ou il s'agit d'avoir un tourisme qui a une contribution au PIB importante? La question est tranchée? Je pense que ça relève ça va de soi. Oui. Ça va de soi que l'objectif n'est pas le nombre de touristes, mais l'impact du secteur à la contribution au PIB national. Oui, qui est de l'ordre de 7%. C'est ça, mais c'est que c'était prévu cette année pour 5%, mais les prédictions dans la crise, c'est une chute vertigineuse, très grave, qui est traumatisante même. En fait, en gros, pour faire simple, c'est-à-dire vous pouvez avoir 5 touristes qui dépensent plus et qui restent plus longtemps dans le pays que 25 touristes ou 100 touristes qui sont dans le pays. C'est ces ratios-là qu'il faut équilibrer. Donc, il faut diversifier notre action touristique. On l'a dit, il y a le maïs, il y a l'écotourisme, il y a plusieurs secteurs qu'on peut pousser davantage avec les acteurs
pour faire en sorte que l'impact et la contribution au PIB du secteur soient davantage plus importants que le nombre. Oui, l'écotourisme maintenant, les plages, le balnéaire, effectivement, on a moins de plages. Il y a aussi le fait qu'il y a de la concurrence, on a d'autres qui ont d'autres types de plages. Mais il faut vendre plus que simplement la plage, plus que simplement le produit, il faut vendre le pays. Il faut vendre la destination. Elle-même. Puisque finalement, pourquoi Thaïlande et pas Indonésie? N'est-ce pas? Pourquoi Cancun et pas Saint-Tropez? C'est le pays. Et je pense que nous devons vendre le pays que nous sommes. Nous sommes la première démocratie du continent. Je le dis sans broncher, nous sommes bel et bien la première démocratie du continent parce que dans nos rues, nous avons des rues et une société démocratique. C'est-à-dire on ne se stigmatise pas dans les rues sénégalaises pour nos religions, pour nos couleurs de peau ou pour ce qu'on pense. Non. Nous avons une société qui est profondément démocratique. Et ça, c'est une valeur différentielle. C'est une valeur différentielle. Dans ce pays, c'est un pays. Il reste des choses, c'est le cadre de vie et c'est pour ça que les autorités de l'État ont impulsé toutes les transformations du point de vue du cadre de vie et de l'environnement. Mais nous sommes aussi le pays de grandes icônes internationales. Tout à fait. Nous sommes le pays de Cheikh Anta Diop. Tchaïtou est un lieu touristique par essence. Nous sommes le pays de Senghor. Nous sommes le pays de Mamadou Dia, nous sommes le pays de Youssou Ndour, nous sommes le pays de Ousmane Sembène. Et ça, c'est une valeur inestimable en termes de destination touristique. C'est des polarités. C'est d'abord ça. Oui. Les gens vont dire oui, je veux venir au Sénégal. Évidemment, il y a la plage, mais je pourrais aller à Tchaïtou. Mais ça suppose qu'on modélise quelque chose à Tchaïtou. C'est ça, qu'on développe bien. Qu'on développe le concept, qu'on développe et qu'on valorise les lieux où repose Cheikh Anta Diop, de sorte qu'on le sait. Ceux qui ont comme point de mire la vision de Cheikh Anta Diop à travers le monde sont énormes. Et voilà comment, à travers une visite de quelqu'un qui veut voir le lieu où couche Cheikh Anta Diop, il va aller faire du maïs, il va aller voir Djoudj, il va faire le tourisme d'affaires, il va aller à la plage, etc. C'est comme ça que nous pensons qu'il faut faire la promotion de la destination sénégalaise. Le Sénégal est une destination globale. Je reste sûr qu'il y a des pays qui ont des plages magnifiques, mais qui n'attirent pas comme pays. Qui n'attirent pas comme pays. Pape Mahawan, le Sénégal a une certaine singularité, sans doute, ce que vous venez de décrire ici avec beaucoup de brio, mais nous sommes entourés par un cercle de feu, avec des instabilités ici ou là dans les pays que je ne veux pas nommer, mais que vous comprenez aisément. Est-ce que ça, c'est un gage d'assurance pour aller justement vers les pays émetteurs de touristes et leur vendre la destination d'un pays? Oui, vous savez, la dernière fois, le premier communiqué que nous avons sorti à l'ASPT, c'est un communiqué de contestation. Parce qu'ils avaient sorti, il y a une agence qui a sorti un classement de perception de la sécurité sur le Sénégal et qui nous classait à un niveau incroyablement inacceptable. C'est ça. Moi, je crois que les rues de Dakar sont peut-être beaucoup plus sûres que les rues de certains quartiers à Paris ou en France. Je pense. Je pense que les rues de Dakar, de Parcelles, de Nord Foire, de Sud Foire, de Ouest Foire, de Dieuppeul sont beaucoup plus sûres que certaines rues américaines. Je pense que nous sommes une destination sûre. Et l'environnement plus ou moins instable n'en fait que valoriser davantage notre pays. Parce que dans d'autres continents, c'est pareil. Vous prenez l'Europe, voilà, il y a des problèmes de terrorisme ici et là. Vous prenez l'Afrique du Nord, c'est la même chose. Mais nous avons l'avantage d'être cette culture démocratique forte. Et quand je dis culture démocratique forte, ce n'est pas un discours politicien, c'est la société démocratique sénégalaise. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir des médias qui disent ce qu'ils pensent au quotidien. Et dans la rue sénégalaise, on n'est pas stigmatisé par ses origines, par sa religion, etc. Mais nous sommes quand même le seul pays au monde où on peut trouver des cimetières chrétiens et musulmans en même temps. Aujourd'hui, ça suffit pour être visité comme destination. Nous les avons, ces cimetières-là, à Fadiout, nous les avons à Ziguinchor. Nous avons un ancien président vivant qui dit dans son legs, dans son livre, que je souhaiterais être dans le cimetière catholique et musulman pour être proche de mon épouse. Tout ça fait de ce pays un pays unique. Un pays unique qui mérite d'être modélisé comme pays à visiter à tout point de vue. Maintenant, il y a toujours un prétexte. Derrière le prétexte, maintenant, tu peux faire de l'écotourisme, tu peux faire du maïs, tu peux organiser un événement, mais la destination en soi doit attirer pour diverses raisons possibles. Et rester attractive. Voilà. À la faveur du coronavirus, on y revient. L'équipe médicale de Dakar s'est illustrée
par son talent, par sa compétence. Le président de la République l'a dit lors de son discours du 23. Et des sommités médicales sont aujourd'hui repérées comme étant, faisant partie effectivement de Dakar. Est-ce que ça n'est pas là également une occasion de donner plus de visibilité ou bien plus de polarité, n'est-ce pas, à l'école médicale de Dakar, pour qu'on la projette au plan mondial, et sans doute Dakar deviendrait donc un réceptacle également d'un hub médical probablement. Dakar Medical City fait partie de la stratégie du plan Sénégal émergent. Donc c'était déjà une vision dès le départ. Nous savons que l'Université de Dakar a formé un grand nombre de médecins du continent, y compris de l'Afrique du Nord. Lors de la gestion de la crise Ebola, il y a eu des décès dans des pays européens qui ont eu des cas Ebola. Nous, le seul cas que nous avons avait été soigné par l'équipe médicale actuelle qui l'avait traité et ramené chez lui à Conakry. Donc, l'expertise de ce point de vue, on ne peut pas en douter. Pour le moment, elle est bien établie. Toutefois, pour le moment, je vois très bien là où vous voulez en venir. Ça peut être effectivement un modèle de prescription important comme destination à l'avenir. Mais nous n'en sommes pas là. Bien entendu. Pour l'instant, il faut que nous nous mobilisions, et c'est le lieu de faire un appel à tous les acteurs du secteur à continuer la mobilisation. Ils le sont déjà. Ils sont en première ligne. Ils l'ont été en première ligne avec les touristes. Ils le sont actuellement dans la crise, avec les hébergements qui ont été réquisitionnés. Et ils le font. Et ils y ont adhéré, il faut le dire aussi. Et ils y ont adhéré totalement. Et aussi en prenant des risques. Et ils le font avec engagement pour le pays. C'est aussi le lieu de féliciter et d'encourager tous les acteurs et professionnels du secteur de l'hôtellerie et du tourisme en général. Et parce que c'est des gens aussi qui sont compétents, qui ont des capacités de résilience énormes, qui l'ont déjà prouvé par le passé. Et je demeure convaincu que là aussi, ils sauront trouver les meilleures ressources en eux-mêmes pour relancer le secteur au bénéfice du Sénégal. Nous recevions donc Pape Mawa Diouf, qui est donc directeur de la promotion touristique du Sénégal. Vous avez goûté effectivement à l'immensité donc de la connaissance de notre invité sur le secteur du tourisme, mais en même temps aussi peut-être nous avons promené donc le regard sur les possibilités de sortie de la crise quand peut-être Covid-19 sera tourné. À bientôt.